Le débat aujourd'hui, c'est sur la CPI, la Cour pénale internationale, cette juridiction internationale, on va en parler tout à l'heure. Vous savez, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous donner l'occasion de pouvoir comprendre, pénétrer la Cour pénale internationale. Pour en arriver là, effectivement, comme je l'ai annoncé, nous avons sur ce plateau 3 invités. Monsieur Baswaka Seki Landry, il est universitaire, chercheur en droit international pénal, doctorat en 3e année de thèse université et Marien Ouabid. Nous avons aussi monsieur Nyalabeka Moï Patrick Honoré. Alors, monsieur Aziz Dominique de Marseille, bonjour. Bonjour Ulrich Mabika. On commence avec monsieur Baswaka. Pourquoi la Cour pénale internationale lorsqu'on sait que dans tous les pays au monde, ou presque je dirais, il existe des juridictions nationales? Il faut partir des années 1870, oui, lorsque les humanistes, notamment Gustave Monnier et Henri Dunant, qui, dans le cadre de leurs activités, avaient pris part dans les conflits qui opposaient la plupart des pays européens à cette époque-là, et donc la gravité de la situation auquel faisaient face. Ou encore la situation difficile que traversaient les victimes de ces conflits-là. Oui. Ils avaient pensé qu'il était très intéressant qu'il soit institué une juridiction repressive internationale afin de juger les auteurs de ces crimes avec pour conséquence de dissuader les crimes à venir. Et c'est ce projet de Gustave Monnier et Henri Dunant, donc des humanistes, n'a pas malheureusement été pris en compte jusqu'à ce que le premier conflit mondial vienne encore renouer avec cette idée en consacrant les articles 227 à 230 à ce projet-là, qui malheureusement aussi n'avait pas été réalisé. Et la période d'entre deux guerres, la doctrine a énormément fait des propositions là-dessus pour que, enfin, le projet de Gustave Monnier et Henri Dunant soit matérialisé. Mais pendant que la doctrine prenait ses allures, l'Association internationale de droit pénal, auquel le professeur Bassiouni, qui est égyptien, a pris part activement, a aussi initié des projets allant dans ce sens, qui d'ailleurs, cette association avait consacré l'article 1er, alinéa 3 de son statut, à la création d'une Cour pénale internationale. Le second conflit mondial est venu en quelque sorte enterrer ce projet, et les crimes commis pendant cette période ont en quelque sorte poussé les Nations Unies à passer à l'acte. Mais sauf que les tribunaux créés à cette époque, dont les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, d'ailleurs la nature internationale de ces tribunaux se posait. C'était des tribunaux créés par les vainqueurs, 4 pays. D'ailleurs le tribunal de Nuremberg, de la Deuxième Guerre mondiale, a été créé par un seul individu, le général Mark Douglas Arthur. Et la nature internationale plutôt de ces tribunaux se posait. La question de leur nature internationale se posait jusqu'à ce que le génocide rwandais en 1994, la situation en ex-Yougoslavie a impulsé encore l'idée d'aller vers un tribunal pénal international qui finalement a été matérialisé en 1998 avec l'adoption du statut de Rome. Justement, Aziz Dominique de Marseille, est-ce que le besoin se faisait sentir en tant que journaliste de créer une juridiction qui soit à même de juger les crimes qualifiés de génocide, crimes contre l'humanité, et lorsqu'on sait, je l'ai dit tout à l'heure, que les juridictions nationales existaient déjà? Quand les créateurs de la Croix-Rouge, dont tu as fait allusion, mon co-débatteur avec Gustave Monnier, en 1872, ils sont confrontés aux affres de la guerre franco-russe. Ils ont regardé, ils sont sur le terrain pour soigner les malades, pour soigner les blessés. C'est le rôle de la Croix-Rouge. Ils regardent l'étendue du désastre humain. Ils disent non,
Ça interpelle la conscience universelle. L'homme tue l'homme. Et en face de cette horreur, qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée commence à jaillir parce que c'est des humanistes qui ont une certaine valeur sur l'homme. Ils ont un commentaire humanitaire, donc philanthropique. Et regardez l'étendue des désastres, il faut bien qu'il y ait des gens qui répondent. Quand on fait ça, comme ça, on dit les éléments, voilà le premier élément. Mais quand nous arrivons en 1919, le traité de Versailles est mis en place, mais ce traité de Versailles, c'est mettre en place le tribunal de Nuremberg de Tokyo. Mais parce qu'évidemment, la Première Guerre mondiale, avec ses affres, montre que ce qu'on avait constaté en 1972 se concrétise également dans la Première Guerre mondiale. Et on retrouve les mêmes atrocités. Alors, l'humanité commence à prendre conscience et les grandes pensées arrivent. Du coup, le traité de Nuremberg met déjà les tribunaux. Mais ces tribunaux sont mis en place pour juger les crimes. C'est en 1948 que l'ONU décide finalement d'adopter cette histoire de crimes contre l'humanité et génocide. Et quand nous partons de là, on constate que ça ne finit pas. Bosnie-Herzégovine, c'est des morts en masse. L'humanité pleure l'homme qui est broyant en Bosnie. 2, la Croatie. 3, le Rwanda. Ces ans de conflits partout à travers le monde ne laissent pas indifférent l'humain. Et les ONG et les humanistes pensent que non, il faille réglementer cela parce que ne laissez pas que la guerre aux simples soldats. La guerre est une chose trop importante, ne la laissez qu'aux simples soldats. Le soldat, lui, il bousille, excusez-moi l'expression, les passés. Le sociologue, le psychologue vient pour réparer. Donc la guerre étant une chose trop importante, ne la laissez pas qu'aux seuls soldats. Commence à interpeller les humanitaires. Est-ce qu'on peut laisser comme ça ceux qui peuvent avoir la force plus que les autres et imposer leur manière de vivre en exterminant la société? Voilà les éléments. Et quand on avance, c'est finalement le 15 juillet, la conférence de Rome, et que cette idée donc germe, et puis qu'on présente finalement le texte définitif qui va faire le traité de Rome. Et donc, le 1er juillet 2002, enfin, le traité est donc, rentre dans sa phase d'exécution. Et maintenant, on a un cadre réglementaire qui réunit, un peu comme on dit, la communauté internationale à siéger sur ce cas précis. Il ne suffit pas qu'une personne se lève, je m'appelle Général Marshall, je vais instaurer un tribunal international, mais au nom de qui? La communauté internationale, ce n'est pas un seul individu. Il fallait trouver un cadre juridique, et ce cadre a été trouvé à travers cette conférence de Rome, et qui donc plaçait ces éléments. Les pays assistent, et quand ces pays assistent, il y en a qui signent, d'autres ne signent pas, d'autres sont des observateurs, et en fait la communauté internationale se retrouve et met en exécution ce traité à partir de Rome. Donc, ces éléments que je viens de citer, ont milité à la création de la CPI. Il était nécessaire vraiment de la créer parce que l'homme tuait l'homme, l'humanité était en péril. Oui, Tatiana. Est-ce que vous pouvez dire que les tribunaux nationaux ont été jugés incompétents de juger ces crimes, donc il était nécessaire de créer une cour internationale? Non, pas du tout. Quand nous allons avancer de la compréhension du sujet, évidemment, le problème vous posez là le problème, l'importance de la création de la CPI. Oui. Pourquoi faut-il créer la CPI? Moi, je suis d'accord que nous créions la CPI, mais à condition qu'elle soit équilibrée. La nécessité, c'est laquelle? Prenons des exemples cas et quoi. J'ai toujours dit, la télévision, c'est fait pour instruire. Celui qui suit retient. Baissons le niveau pour que même le plus petit enfant comprenne. Prenons le cas de la Libye. Le pays est en lambeaux. Imaginez que la communauté internationale, à travers ses forces militaires, qui sécurisent, on arrête les criminels. Dites-moi, la Libye a quel tribunal quand le pays est éclaté, le pays est désaxé, il n'y a plus d'État. Donc, la communauté internationale qui a envoyé les soldats pour sécuriser a dans ses mains des criminels. Mais la Libye n'a pas son tribunal parce que l'État est complètement désarçonné. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas demandé à un pays d'aller le faire. Du coup, l'humanité a cru que la communauté internationale a cru non. Mettons un tribunal qui, dans ce genre de cas, est crédible parce que nous l'avons voulu nous-mêmes, au lieu de faire comme Marshall, à lui tout seul créer un tribunal. Non, mettons en place un tribunal, ce cadre-là. Voilà la première l'une des raisons. Vous vous réveillez un bon matin, la Centrafrique vole en éclats. Bon, vous avez envoyé les soldats là-bas pour sécuriser. On peut attraper les anti-balaka ou je ne sais pas où vous voulez, quand on est dans les mains. Qui va les juger? C'est en ce moment-là, quand l'État se trouve dans un état de défaillance totale, dans un état d'impossibilité de juger parce que l'appareil d'État est complètement évanoui. Qu'est-ce qu'on fait? On a créé une institution qui peut pallier à ce genre d'insuffisance. Mais attention, la CPI ne remplace pas les juridictions nationales, la CPI complète plutôt. Nous sommes en difficulté,
venez au secours, complétez. Il a eu des criminels dans tel cas, allez, venez à notre secours, vous complétez. Le cas africain existe. On a jugé Hissène Habré au Sénégal. C'est que l'Afrique a fait quand même pas pour dire, on peut avoir ce genre de tribunal, mais africain. Alors, le regard d'un politique quand même. Hein. Nous avons M. Nyalabeka qui est président du mouvement politique. Est-ce que l'idée de créer une cour pénale internationale était salvatrice pour les pays? Pour l'humanité. La dynamique du monde, c'est qu'on espère vivre dans un monde meilleur. L'idée de vivre dans un monde meilleur veut qu'on pose des actes qui permettent que lorsque, à l'échelle d'un État, on n'est pas en mesure de juger des choses avec beaucoup d'équité, qu'il y ait cette forme d'association avec d'autres États qui permettent de remettre en question justement dans la limite de l'ego de ceux qui dirigent, par exemple. C'est intéressant qu'on ait une cour pénale internationale, mais je me positionnerai plutôt du côté où je dis il faut une cour pénale internationale où on a la sensation que tout le monde est partie prenante. Ça se passe comment à la CPI? Qui est membre et comment? Merci. Ça se passe pas seulement à la CPI, dans presque toutes les organisations internationales. Un État doit d'abord participer, par exemple, à la phase préparatoire du traité et participe à l'adoption du traité, signe le traité. Mais cela dépend de la nature du traité. Là, nous sommes en face d'une convention multilatérale qu'on oppose à des conventions plurilatéraux et autres. Et dans le système, au fait, les conventions multilatérales, la signature n'engage pas déjà l'État. D'où il faut ratifier. Et la signature a certes quelques effets juridiques, mais un État qui a signé une convention mais ne l'a pas ratifiée n'est pas soumis aux dispositions de cette convention-là. Ça, c'est un principe qui existe. Mais exceptionnellement, le traité de Rome va à l'encontre du principe de la relativité des traités. C'est-à-dire, lorsque le Conseil de sécurité décide de saisir la Cour, d'activer le mandat de la Cour pénale internationale, que vous soyez signataire, c'est-à-dire membre ou non, le traité les dispositions de la Cour pénale internationale s'imposent en vertu d'une résolution prise par le Conseil de sécurité conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, voilà un peu la différence entre la ratification qui engage un État et la signature qui n'engage pas un État, mais impose à l'État de ne pas prendre des mesures qui vont, ou de ne pas poser des actes qui vont à l'encontre de l'objet du traité. Et la signature précède la ratification. Oui, Dominique Azy de Marseille, oui. Le 1er juillet 2002, le traité rentre en vigueur. La CPI est créée. Oui. Nous avons 133 États signataires. C'est-à-dire les États signataires, c'est des pays qui ont signé. Pas encore ratifié, qui ont signé. Alors, sur les États signataires, aujourd'hui, nous avons 123 États partis. Qu'est-ce qu'on appelle États partis? Ceux qui ont signé et ceux qui ont ratifié. Donc, la CIP s'applique automatiquement à eux, sans qu'on regarde d'abord le Conseil de sécurité et l'ONU. Parce que la CPI n'a pas été créée par l'ONU. C'est une convention qu'on a proposée à l'ONU. L'ONU, finalement, ça ne sort pas de la maison. C'est les ONG autres qui proposent, et à l'ONU qui gère que j'appelle la communauté internationale. Voilà ce que nous pensons. Il y a ça. L'ONU accepte. Et quand l'ONU accepte les pays membres, les 192 États qui composent la communauté internationale, il y a 123 qui sont les États partis, donc qui ont signé et ratifié. Il y a 133 qui n'ont que signé, n'ont pas ratifié. C'est en cela qu'ils se disent, mais écoutez, moi je n'ai pas signé, mais ça ne me poursuit pas. Mais attention, mais l'ONU accepte qu'on puisse juger les gens, même si la proposition vient des experts. Dès lors que l'ONU accepte, vous êtes partie de l'ONU, mais votre tutelle a accepté, même si vous n'avez pas signé la convention, vous êtes passible de poursuite judiciaire. Donc, mademoiselle posera la question de savoir, si le pays n'a pas signé, ni n'a pas ratifié, est-ce qu'on peut poursuivre ses ressortissants? Oui, parce que ce pays est membre de l'ONU.
Et si l'ONU reconnaît que les actes que vous avez posés sont à l'encontre de cette proposition que l'ONU a adoptée, eh bien même si vous n'avez pas signé, vous êtes poursuivi parce que le Conseil de sécurité dit, écoutez, poursuivez-moi un tel est un criminel de guerre. Alors donc, à condition que vous respectez, cela vaut, puisque votre pays, en signant, réfléchit et va ratifier. Implicitement, vous reconnaissez que le génocide, c'est un crime qui est punissable. Mais si vous le commettez, vous dites, nous ne sommes pas partis, vous n'avez pas ratifié, mais attends, les Nations Unies disent, écoutez, la plainte est arrivée chez nous, on vous poursuit, vous n'êtes pas membre des Nations Unies. Mais pourtant, Aziz, nous avons dans le monde les pays comme le Somaliland. Je suis ressortissant du Somaliland. Mon pays n'est pas reconnu officiellement par la communauté internationale. Nous ne sommes pas reconnus à l'ONU, nous ne sommes pas membres. Nous n'avons pas signé ni ratifié le traité de Rome qui met en place la CPI. Alors à ce moment-là, ça se passe comment? Non, Mabika, quand les pays signent ou ratifient, les pays ne sont pas en réalité contraints. Nous assistons à la réunion. Eh bien, il y a quelque chose comme ça qui se trame. Le pays assiste, le pays signe, le pays ratifie parce qu'il est d'accord. Il dit non, je peux protéger mes citoyens. Et parce qu'on peut avoir chez moi des criminels qui peuvent me tuer comme ça, oui. Et je peux me trouver dans un état où l'État est en décadence totale, ben je vais signer parce que ça peut nous aider. Mais ces pays qui ne sont pas comme la communauté internationale, mais ça ne s'applique pas à eux. C'est quand tu es tout seul, tu as tes problèmes, tu ne fais pas partie du grand village pour faire le dessin. Mais le jour où ta maison brûle, tu la gères seul. Tes problèmes, tu les gères seul. C'est ce que ça veut dire. Mais ceux qui font partie du grand village, ça s'applique à eux. Mais en fait, ce n'est pas une obligation. Vous êtes libre de signer comme de sortir. Le jour où le Burundi a dit, moi la CPI m'énerve, je sors, mais elle est sortie. Elle est sortie. Mais les États, c'est une communauté. Je signe librement, je peux refuser de le faire. Mais les États-Unis ont signé. Quand Bush arrive, dit, ah non, l'Irak peut nous causer des ennuis. Attends, nous retirons. Parce qu'ils savaient que leurs soldats là-bas peuvent causer des actes qui sont pris comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Eh bien, vous avez signé et vous êtes mort. Ils refusent, ils sortent, ils enlèvent leur signature. Mais c'est comme si les États-Unis n'ont rien fait, puisque les États-Unis font partie des pays membres. Oui, mais encore, c'est un bon débat, on va y arriver. Oui. Mais quand ils font partie, vous connaissez une puissance qui est capable de dire allons-y poursuivre les Américains. Ne vous trompez pas, la communauté internationale est gérée par les gendarmes du monde. D'accord, on va je vais en terminer un cas. Le cas exceptionnel, par exemple, après les États-Unis, il y a l'Israël. Qui c'est qui a maille à partir avec les pays environnants? Oui. Lui aussi dit non, nous avons signé, on n'a pas ratifié, nous nous mettons de côté. Mais le meilleur exemple, en fait, c'est la Chine, qui ne signe pas et qui ne ratifie pas. Parce que pour la Chine, cette affaire-là n'est pas claire. Ça enlève la souveraineté des États, nous nous mettons dehors. Avec ces pays-là, tant que l'acte n'est pas posé par le Conseil national de sécurité, je veux dire par l'ONU, ils ne seront pas poursuivables. Ils sont chez eux, mais à condition qu'ils se disent que nos citoyens, nous les gérons très bien, on respecte l'homme. Parce que le mobile, c'est quoi? C'est l'homme qui détruit l'homme. Et les ONG de l'homme ont dit non, on ne peut pas laisser l'humanité dans cet état d'impunité. Ceux qui sont plus forts, ils écraser les plus faibles. En ce qui concerne la situation des États qui ne sont pas reconnus comme partie membres des Nations Unies, que vous soyez dans les Nations Unies ou pas, les dispositions du statut de Rome ont un caractère coutumier. La Convention de Rome de 1948 sur le génocide a un caractère coutumier. Les 4 conventions de Genève de 1949, ainsi que tous les 2 protocoles additionnels de 1977, au fait, tous les textes internationaux relatifs aux droits humains ont un caractère coutumier. C'est-à-dire? Et cela signifie que les dispositions de ces traités ou conventions s'imposent à tous les États membres des Nations Unies ou pas. Donc, le caractère coutumier d'une disposition conventionnelle signifie tout simplement que vous soyez membre des Nations Unies, que vous soyez membre de la Convention à proprement parlant, le caractère coutumier de ces dispositions-là s'impose à tout le monde. Nul ne peut se mettre à l'abri de ces dispositions-là. Les États-Unis sont jaloux de leur souveraineté. Et donc, pour eux, d'ailleurs, un Américain ne peut pas être jugé à l'extérieur. Et ils ont gardé ce principe-là. Je crois bien, ça fait partie des dispositions constitutionnelles aux États-Unis. Et ils n'acceptent pas que l'un de leurs ressortissants soit jugé à l'extérieur. Mais au-delà de tout,
il y a aussi le côté de l'influence des États au sein des Nations Unies que M. Aziz Dominique de Marseille venait d'évoquer précédemment. Et donc, il est difficile qu'un juge puisse émettre un mandat d'arrêt à l'encontre des ressortissants américains. D'ailleurs, je vous rappelle que il y a une disposition, il y a une loi adoptée par les États-Unis qui autorise le président américain à engager l'armée pour aller retirer un ressortissant américain dans la cellule à la Cour pénale internationale. Ah oui, ça, oui, monsieur Aziz, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mon co-débatteur a raison sur ce qu'on appelle, ce qu'il appelle le droit coutumier, c'est-à-dire de fait ça s'impose. Oui. Mais ce n'est qu'un leurre quand je dis, vous vous êtes retiré, vous mettez de côté, vous gérez vos affaires. Ça veut dire quoi? Sur le fait accompli, personne, alors là je dis bien personne, peut-être on peut me démentir, je suis pas expert, ne peut traduire un citoyen américain à part de la Cour pénale internationale. Pourtant, quand il parle de droit coutumier, mais c'est donc obligatoire. Oui. Voilà. Mais là, le type dit, je sors de votre village, je me mets au coin là-bas, tant pis avec vos affaires. C'est ce que ça veut dire. Oui. C'est l'image que je donnais. Le droit coutumier, oui. S'applique théoriquement, oui. Quelle est cette communauté internationale qui peut se lever un bon matin pour dire, les militaires américains possèdent des rafles dans tel pays, ils sont susceptibles de juger. L'expert a dit encore une chose, mais qui est à la fois contradictoire et pas bonne. Pourquoi? Les États-Unis sont jaloux de leur souveraineté. Aucun pays au monde ne laisse bafouer sa souveraineté. La souveraineté, la jalousie de la souveraineté n'est pas l'apanage, l'exclusivité des États-Unis. Chaque pays peut le dire comme il veut. Le problème, c'est que les États-Unis l'imposent aux yeux du monde. Nous, on n'acceptera pas. Si vous arrêtez un soldat américain, vous le mettez en prison au Congo, nous envoyons nos militaires par toutes les voies, on débarque au Congo, on tue ce qu'on peut tuer, on retire nos ressortissants. C'est du banditisme d'État qui n'est régi par aucune loi. Ils appellent ça notre souveraineté. Alors imaginez que tous les États se mettent à faire cette souveraineté. Mais ça va voler en éclats. Donc ce droit coutumier que l'expert évoque est un droit coutumier dormant, qui n'est pas exécuté, qui n'est pas vivace. Ici, les gars se disent, on s'en fout, on sort de votre village, on se met à côté, on fait comme on veut. C'est ce qui fait que l'étudiant qui a étudié voit ça, mais la pratique est en avortement avec les leçons prises à l'université. Les États-Unis se mettent les gendarmes du monde. Autant la Chine dit, moi je ne le fais pas. Le problème de France, c'est quoi? Je vais vous le dire. Oui. Le fait que le droit du veto reste la pierre angulaire qui peut mettre les États en mouvement, dès qu'un pays a dit non, vous ne pouvez pas agir. C'est là, et malheureusement, ils se sont arrogés par eux-mêmes. Qui fait partie du droit du veto? Regardez un pays, un continent comme l'Afrique, n'a pas un seul pays dans les 5 qui vont faire le droit du veto. Mais ça dit, c'est eux les gendarmes du monde. Oui. La communauté internationale, c'est eux. Le tribunal pénal international, c'est pour eux. Parce que le problème de fond, on va y arriver, je ne vais pas anticiper, mais c'est là que vous allez peut-être poser les questions sur pourquoi les États se mettent à décrier l'élection. Effectivement. On va peut-être y arriver. Oui. Mais en 2 mots, M. Nyalabeka, finalement, vous le disiez tout à l'heure. Je disais donc tout à l'heure que c'est une justice à double vitesse. Pourquoi? Parce que c'est la justice des puissants. Et c'est les gendarmes du monde, comme disait M. Aziz Dominique de Marseille. Oui. Ce sont les puissants qui se sont arrogés le droit de décider à quel moment il faut sanctionner ou pas. Et pourquoi? Tant qu'on est dans les bonnes grâces des puissants, voilà, on passe outre les mailles du filet. Je dis, le Conseil de sécurité des Nations Unies, la majeure partie du temps, ce sont eux qui font la saisine. Et ça pose un problème parce que ce sont les puissants sur qui on ne peut pas taper, qui la majeure partie du temps se donnent livre droit, les autres. Voilà. On assiste à une Afrique qui, elle, assiste impuissante à l'extradition d'un de ses fils. J'allais dire de ses fils, parce qu'il y a aussi Thomas Lubanga et autres, à la Cour pénale internationale, et de l'autre, les États-Unis qui menacent cette Cour pénale internationale si jamais elle arrêtait ses ressortissants ou empêchait l'expression même d'Israël, l'État d'Israël. Et quand j'analyse cette question, je m'inscris dans une thèse un peu médiane. Oui. Je me dis que, oui, les Occidentaux usent du mandat de la Cour pour continuer à dominer les pays faibles. Mais la Cour n'est pas seulement dans les mains des quand on parle des pays puissants, dans chaque endroit du monde, il y a des puissants. Dans une famille, il y a un puissant. Oui. En Occident, il y a des puissants vis-à-vis des États africains. En Afrique, il y a aussi des puissants qui usent du mandat de la Cour pénale internationale
pour se débarrasser de ceux qui s'opposent à eux. Et posons-nous simplement la question de savoir quelle est l'origine politique de tous ceux qui sont à la Cour pénale internationale. C'est des rebelles, c'est des adversaires politiques. Et donc, répondons maintenant à la situation, il n'y a peut-être pas eu extradition parce qu'il n'y a pas extradition entre la Cour et un État, on parle de remise. Okay. L'extradition, c'est entre deux États. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le fonctionnement de la CPI en termes de preuves? Parce que ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo, c'est répété avec Jean-Pierre Mbemba. Apparemment, la CPI a quand même un problème pour prouver la culpabilité même des accusés. Mais je suis journaliste, je ne reste pas que dans la théorie. Je quitte la théorie, je regarde les faits. Et le rôle du journaliste, c'est de regarder les faits. Il est l'historien de l'instant. Comment ça se passe? On a ainsi comment ça se passe. Oui. Et en voyant comment ça se passe, je suis complètement pessimiste. Il y a deux théories, il a raison. Ceux qui sont les afro-pessimistes et les afro-optimistes. Je suis complètement pessimiste. Pourquoi? Regardez les faits. Quand on crée en 2002 la CPI, les grandes puissances ont pris comme le tout premier procureur Ocampo. C'est un Argentin qui est magistrat retraité. Il y a des jeunes magistrats en fonction, retraités, qu'on prend pour mettre comme procureur à ce pays. Et comme pour poursuivre un individu, c'est les États qui traduisent leurs concitoyens, ou c'est le Conseil de sécurité qui passe par là, ou alors le procureur constate qu'évidemment, dans ce genre de conflit, il y a des crimes susceptibles de mériter l'enquête de la CPI. Le procureur peut aller. Donc le procureur a un rôle capital qui s'auto-saisit, qui s'en va par cette convention, par ce traité-là. Alors quand on voit ces éléments, qui on met comme procureur? Monsieur Ocampo. Ocampo, c'est qui? Un magistrat à la retraite on va dépoussiérer pour mettre procureur. Mais parce qu'évidemment, Ocampo est membre de la très célèbre ONG qu'on appelle Open Society de George Soros. George Soros gère le monde. Il prend son ami, va là-bas, la CPI pour nous, c'est là où nous allons punir tous ceux qui ne veulent pas collaborer comment on appelle ça, à la domination du monde par les plus puissants. Si nous avons un chef d'État africain, un candidat africain, qui pense que son pouvoir à lui, ce n'est pas de servir les grands, si les intérêts des États-Unis sont menacés dans tel pays, le chef d'État doit partir pour qu'il parte, ou bien pour que celui qui est là peut gérer nos États, mais il y a un autre qui le gêne, on trouverait un motif pour que celui qui le gêne parte en prison. Et c'est ce qui fait que le procureur, il a cette mission-là. Un cas d'exemple simple. Oui. Vous êtes journaliste, vous parlez, vous donnez des preuves. Oui. Un bon matin, la RDC a des problèmes. La RDC a des problèmes. Kabila et Mbemba vont en élection présidentielle. Mbemba, dit-on, a perdu, Kabila a gagné. Et Mbemba se retire tranquillement, s'en va en Belgique, attendant une prochaine élection. Mais on a constaté que l'armure de Mbemba, s'il venait, il va gérer le pays immédiatement. Parce qu'ils ont dû comprendre comment est-ce que Mbemba a été battu. C'est peut-être d'une manière pas catholique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenir Mbemba dans les liens de l'incarcération pour qu'il ne soit pas candidat à l'élection. Mbemba est chez lui à la maison. Le mandat est caché. Un policier arrive, Mbemba est en train de faire ses courses dans un supermarché de Bruxelles. On met la main sur le monsieur, nous avons un mandat qui vous arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes auteur des crimes posés en Centrafrique par les hommes que vous avez envoyés. Mbemba est à Kinshasa. Il envoie des forces secourir c'est ça? Un président en exercice, élu par son peuple. Dès que les forces arrivent sur le terrain, et les forces sont placées sous le commandement de l'officier centrafricain. La Cour dit non. Depuis la RDC, tu envoyais des ordres, même au téléphone, c'est toi qui dirigeais les troupes. Alors, avec quelle aberration un journaliste, un intellectuel peut croire qu'on peut téléguider les troupes depuis un pays qui sont sous l'autorité d'un commandant centrafricain? Alors, on lui trouve ça comme élément pour le garder en prison. Mais la meilleure, c'est qu'on a constaté qu'avec le pouvoir de Kinshasa, nous sommes pleins d'odeur de sainteté, il faut remplacer Kabila. Qu'est-ce qu'on fait? Croqueur, je vous donne des éléments. Ancien secrétaire d'État américain écrit une lettre à Bensouda, comme Modiano Ocampo s'est entremêlé les pinceaux de des histoires d'argent mal géré et jeté de la cour. Cette fois-ci, on met un Africain pour dire, écoutez, si un Africain peut gérer les Africains, c'est mieux que d'envoyer un type de l'Argentine. On met donc Mme Bensouda à la place. Procureur écrit à Bensouda, sortez-nous Mbemba, qu'il aille à Kinshasa. Donc Mbemba, comme ça, qui passe 15 ans d'emprisonnement, vient de taper 10 ans.
Bon, il avait fait appel. La Cour se retrouve. Mbemba, tu as raison, tu n'as jamais téléguidé les forces depuis Kinshasa. En fait, on s'était trompé. La Cour, Morino, Compo, les autres s'étaient trompés. Nous, en dernière instance, tu as fait appel, tu as raison, tu t'en vas. Le gars a tapé 10 ans. Pendant 10 ans, Kabila a géré le pays. Mbemba, qui est l'adversaire principal, n'est pas là. Alors, quand vous avez une Cour qui agit par ces mécanismes bien huilés, qui utilise les Africains pour mettre les Africains en prison parce que nous, on te met en place pour gérer le pays à notre profit. Celui-là, il te gêne, calme-toi, on va le mettre au Niouf. Excusez-moi, l'expression vulgaire, on va le mettre en prison. La CPI, finalement, a été créée comme un élément important, agréé par les États pensant que c'est une bonne affaire, mais qui, finalement, est récupéré par les forces et les puissances occidentales et qui gère le monde comme ils veulent. Parce que les États-Unis disent, nous, on ne connaît pas la compétence de la CPI, nous, on n'acceptera jamais. Si vous prenez notre militaire à nous, allez, nous allons sévir par des sanctions. Voilà un pays qui se veut démocrate, qui se veut protecteur des vies humaines, mais qui s'oppose à ce que les militaires américains, quand ils ont tué, ne peuvent pas être poursuivables. Est-ce que le citoyen américain? Voilà, les faits sont là. Et devant ces faits-là, un journaliste ne peut pas être optimiste quand on sait que la chose va évoluer comme ça. Même si les Africains, c'est eux qui émettent le mandat, mais c'est souvent sous la dictée des puissances occidentales. L'expert a raison, il regarde les écrits. Le journaliste a raison, il regarde l'actualité. Et cette attitude des États-Unis, est-ce qu'elle ne vient pas décrédibiliser un tout petit peu cette Cour? Si vous voulez, le discrédit est jeté depuis longtemps sur cette Cour. Et le seul problème, c'est que c'est juste parce qu'on est en passe d'observer des sortes de révolutions un peu dans la sous-région, en Afrique, avec, vous avez par exemple le Nigeria, grande puissance et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des langues qui se délient. Mais le schéma est le même. On est dans toujours, c'est le néocolonialisme, comme on dit. Les gens n'aiment pas écouter ce mot, mais c'est une vérité. On nous a apporté une civilisation déjà qui n'est pas nôtre. Bon. Pour ma part, oui, on s'habille, on fait tout comme les Occidentaux, mais on a été conditionné. Et après, moi je sais qu'à une époque, la traite négrière, vous avez par exemple, les gros négriers, c'était des Noirs. On utilise justement l'envie de manipuler l'autre et puis le désir de concupiscence, tout ce que vous voulez, l'égocentrisme de tout un chacun, pour exploiter l'autre semblable. C'est le schéma est le même. Quand on prend un noir, on met à la cour et qu'on dit oui, mais de toute façon, ce sont les Africains, c'est eux. Voilà, le procureur est noir. Mais il y a une manipulation stratégique dans tout ça. Il y a des jeux de rôle et des parties prenantes derrière, de fil en aiguille, qui tissent toute cette toile pour instrumentaliser. C'est pas visible. C'est dans l'ombre. D'ailleurs, on dit que la politique, c'est plus d'ombre que de lumière. Et toutes ces choses ne sont pas au grand jour. C'est pour ça que je dis que c'est beau qu'il y ait cette pédagogie avec autant d'éléments pour éclaircir. Parce qu'en Afrique, on s'informe peu, on recherche peu à comprendre les choses, mais on porte des jugements de valeur. Nous aurons bien aimé que cette CPI soit applaudie si les Américains, qui sont les grands défenseurs des démocrates et des libertés, acceptaient la CPI. Vous ne pouvez pas créer un truc comme ça, vous êtes là-dedans, vous dites, nous on n'accepte pas. En ce moment-là, le retrait des Américains, le retrait des Chinois qui ne sont pas, les Russes qui signent mais qui ne ratifient pas, les grandes puissances veulent la chose et une chose de son contraire. C'est là où on se dit, écoutez, qu'est-ce qu'on en dit? Nous vous demandons de taper un tel, mais ne faites pas ce que nous voulons. On vous demande seulement de prendre un tel et de mettre en prison, mais les nôtres, vous ne les mettez pas en prison. C'est là le déséquilibre sur la chose. Et ce n'est pas normal. Finalement, les pays africains ont été dupés en signant ou en ratifiant le traité de Rome. Si vous lisez l'histoire de la Cour pénale internationale, en résumé, on peut l'introduire sans l'Afrique, mais on ne peut ni la développer, ni la conclure sans l'Afrique. Pourquoi? Parce que à partir de 1970, ce sont les juristes africains qui ont participé dans les laboratoires où on a créé cette juridiction-là. Je prends l'exemple du professeur Bassioni, l'Égyptien, un grand professeur, et le premier ministre des Affaires étrangères sénégalais, Maître Doudou Thiam, qui ont été même à la tête des différents comités ad hoc qui étaient chargés de rédiger ces textes.
Et il y a même les gros professeurs français qui ont écrit des articles à l'hommage, par exemple, du professeur Bastioni, par rapport à ce qu'il a fait à la consécration du système répressif international. Voilà un peu. Et au-delà de tout, la Cour pénale internationale commence à partir des années 90. Précisément, les travaux ont commencé dans les années 92. C'est un Africain qui est à la tête du secrétariat général des Nations Unies. Le traité de Rome est adopté en 98 avec un Africain à la tête du secrétariat. Donc, ce sont les deux qui ont impulsé ce mouvement-là. Voilà un peu le rôle de l'Afrique. Quand les États prennent part, Mabika, à ce genre de conférence, les États sont représentés au sommet par des pays intellectuels. Vous n'avez pas demandé à celui qui n'a pas fait droit d'aller engager le pays à signer ce genre de convention. Vous allez regarder, sur les pays partis, c'est-à-dire qui ont signé et ratifié les 123 pays, vous avez 43 pays européens, vous avez 33 pays africains, vous avez 28 pays américains et vous avez 19 pays asiatiques. Donc, les gens sont emportés par cette bonne volonté. Mais qui s'opposera à ce que, si dans le village, il y a des criminels, est-ce qu'on ne peut pas les juger? Oui. En plein cœur du village? Oui. C'est pas que chacun dans son petit quartier fasse son jugement. C'est tellement beau, les belles lettres, la belle théorie, la bonne démonstration. Mais le piège est là. Bon, réfléchissez, les savants se mettent à réfléchir, les Africains comme ce procès l'Égyptien. Eh bien voilà, le traité final est là, on l'adopte. Mais quand on l'adopte, les autres ont dit, mais écoutez, mais les États africains, comme la CPI ne poursuit pas les États, non, moins encore les ONG, la CPI poursuit les individus. Alors, toi tu es au pouvoir, tu t'appelles Mabika dans ton pays, Asie est l'opposant qui nous embête, Mabika, il faut envoyer Asie à la CPI. Ce n'est pas les opérateurs qui demandent, hein. C'est toi le Congolais là qui envoie Asie à la CPI parce que tu es président. Mais Ouattara gagne. Mandat, envoyez-moi Gbagbo à la CPI. Donc les Africains n'ont pas le droit de se plaindre. Non, on n'a pas le droit de se plaindre sur cette... Ils se plaignent juste pour parce qu'ils se sont fait duper. Mais les belles lettres, il ne faut pas s'exclure, comme l'expert l'a dit. Attends, on se retrouve en réunion, on propose une embellie pour l'humanité. Comment tu peux dire je ne signe pas? Maintenant, après avoir signé, les autres ont dit très bien, on a signé, non, maintenant, à qui profite cet organisme? Et ils ont soutiré. Ils ont pris le côté de l'organisme, le côté humanitaire, le côté intéressant, ils l'ont retourné. Mais j'ai envie de vous relancer, Asie Dominique de Marseille. Lorsqu'on regarde dans les pays africains, est-ce que la justice est souvent rendue aux populations et pour que la CPI ne se saisisse pas des affaires inter-États? Est-ce que ce n'est pas parce que la justice pose problème? Les juridictions nationales, généralement, ne rendent pas vraiment justice aux populations, que la CPI, souvent, prend le relais à travers le mécanisme qui est connu. Non, j'ai dit non, pourquoi? Mais la CPI ne peut pas débarquer, Manu Militaire, je vous dis, nous venons traduire quelqu'un. Non. Quelle que soit votre justice, le citoyen peut parler, l'opinion parle. Mais l'opinion n'est pas le magistrat, l'opinion n'est pas l'officiel. Est-ce qu'on peut tenir un procès au Congo pour traduire un criminel de guerre si le Congo pense être capable? Il le fait. La CPI ne dira pas que non, au Congo, vous jugez mal, nous venons. Non, la compétence universelle ne peut pas s'aborder, écraser, piétiner, anéantir la compétence territoriale. Les nations se mettent ensemble. Si je suis capable de juger les gars chez moi, je ne vous ai pas invité. Voilà pourquoi la CPI dit... Mais quand le procureur s'auto-saisit, mais il s'auto-saisit, mais le pays ouvre. Quand il dit je m'en vais... monsieur le pays dit, monsieur, pourquoi vous voulez vous auto-saisir, nous sommes compétents. Le président va dire non, par la fois, je prends. Encore, il faut que le Conseil de sécurité dise, vous êtes membre, parce que le Conseil de sécurité a voté. Vous n'avez plus de parole, pas le droit de veto. Le jour qu'il dit, ils s'en vont en Libye. Mais les Africains ont dit, attendez, nous allons d'abord résoudre notre problème. Mais le président s'assure de la délégation qui allait trouver une solution sur le cas libyen. La France a dit, n'allez pas, si les bombes tombent sur vous, tant pis pour vous, nous allons déjà convaincre les autres, il faut qu'on règle le compte à Kadhafi. Voyez-vous, donc, le Conseil de sécurité vote, même les petits, celui qui dit abstention, on s'en fout de l'abstention, nous allons guerre. Est-ce que sortir de la Cour pénale internationale ne sera pas aussi préjudiciable, surtout pour les populations africaines? Le problème n'est pas plus son existence que les méthodes. Les méthodes et la stratégie des gouvernements puissants qui subtilisent justement cet instrument pour manipuler, servir leurs intérêts. Voilà, servir leurs intérêts. Il faut plus une organisation plus effective. Et puis moi, je dirais que c'est surtout le conflit, c'est
la polarité du pouvoir entre les États. Moins on est puissant, plus on sera toujours dépendant. Et la puissance part... Non, quand on n'a pas la capacité d'être puissant seul, il faut que ce soit un bloc. Alors, l'expert en 2 mots, est-ce qu'il faut sortir, c'est quoi la solution finalement? Est-ce qu'il faut réformer et revoir le fonctionnement de la CPI ou bien sortir carrément pour les pays africains et pourquoi pas créer une juridiction à l'échelle africaine? Sortir, oui, parce qu'il n'est pas interdit à un État de sortir. Oui. Mais le problème, c'est l'opportunité de cette sortie-là. Est-ce que nous sommes capables de résister lorsque le Conseil de sécurité s'impose à ce que vous soyez poursuivis? Aimables téléspectateurs, vous avez compris que le débat était assez alléchant.